Une petite introduction à la critique textuelle. Qu'est-ce que c'est que la critique textuelle dans la théologie chrétienne, judéo-chrétienne? La définition de la critique textuelle, c'est une étude des documents à partir duquel on établit le texte d'une œuvre transmise par des manuscrits. Le Nouveau Testament nous est parvenu à travers de nombreux manuscrits entre lesquels il existe d'innombrables variantes. Donc la critique textuelle, c'est une tentative de se rapprocher du texte le plus proche possible des sources, ce qu'on appelle les autographes. Autographes, nous savons que par exemple l'apôtre Paul écrivait des lettres. Ben, la critique textuelle essaie de se rapprocher le plus possible de ce que Paul a écrit à l'origine. Hein, je vous rappelle que nous, ce que nous avons dans le patrimoine judéo-chrétien, tout ce qui est archéologique, manuscrits, codex, tout ça, c'est des copies de copies de copies de copies. Donc pour comprendre un peu en quoi ça consiste, donc nous allons aller sur le site saintebible.com afin de comprendre un peu de quoi on parle. saintebible.com, nous tombons sur par exemple le verset 1, Jean 1.1. Donc vous voyez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez déjà qu'il y a plusieurs traductions. La traduction selon Louis II, et la traduction selon la Bible Martin, selon la Bible Darby, selon la King James Bible, l'English Revised Bible version. Donc voyons qu'il y a déjà des différentes traductions. Là, pour le coup, le verset en français, c'est la même traduction. Donc là, il n'y a pas de variante dans ce cas-là. Pour aller un peu plus profond, nous remontons sur les onglets. Vous voyez qu'il y a différents onglets. Nous cliquons sur l'onglet grec. Ça nous renvoie à un autre tableau, donc toujours le même verset. Par contre, on passe sur un tableau anglophone, donc John 1.1, hein, Jean 1.1, toujours. Jean 1.1, John 1.1. Ce tableau, vous avez le premier mot du verset en français. Bon, là, c'est en anglais. Au commencement était la parole. In beginning was the word, donc au commencement était la parole. À côté, vous avez son mot grec, c'est-à-dire dans les manuscrits, ce qu'il est écrit. Donc là, c'est EV. Le V en grec, c'est le N en français. Donc ça fait en translittération, c'est-à-dire que lorsqu'on remplace un morphème par un autre morphème, c'est translittération, c'est-à-dire on passe d'un langage à un autre en changeant les morphèmes. Donc le V devient un N. Donc translittération, ça se prononce, le EV se prononce N. Vous avez la référence Strong. Strong, je vous rappelle, c'était un lexiologue, une personne très instruite, très érudite en grec, en hébreu et tout ça, et qui a accolé donc des numéros à des noms, à des mots grecs et hébreux. Par exemple, le mot donc EV là correspond au numéro 1722. C'est très pratique quand on veut faire des recherches dans la Bible par occurrence de mots pour trouver des racines. C'est un outil qui est très intéressant. Donc, et tout à fait sur la droite, vous avez des éléments grammaticaux, donc là c'est préfixe, préposition, voilà. Ensuite, on descend un peu plus bas. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez qu'il y a des textes grecs qui sont affichés. Des textes grecs, donc Nestlé GMT, 1904, Westcott and Hort, 1881, Westcott and Hort NA 27 variante, la NA27, actuellement on en est à NA28, RP Byzantine Majority Text, grec orthodoxe, Tischendorf Edition, Scrivener Textus Receptus, Stephanus Textus Receptus. Donc là, on n'est plus dans la traduction, on est toujours dans la traduction, mais on commence à se rapprocher de la critique textuelle, c'est-à-dire des textes sous leur forme originelle, c'est-à-dire en grec. Pour comprendre, on va revenir au premier tableau, et je vais vous donner un exemple pour vous expliquer ça. Donc je clique sur Nestlé GMT 1904, et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'histoire d'une édition. Il y a près d'un siècle, la Société biblique du Wurtemberg publia en 1898 la première édition d'Edenhard Nestlé.
Donc pour ça qu'on appelle ça Nestlé. La première édition du Novum Testamentum Graecae, donc c'est du latin qui dit le Nouveau Testament grec. Peu de temps, en 1904, la Société biblique britannique étrangère a également adopté le texte. Il a depuis été distribué à centaines de milliers d'exemplaires, d'un très simple mais brillant, hein, soi-disant. Nestlé a créé un texte exceptionnel basé sur les travaux des grands critiques textuels du XIXe siècle. On sait, il a comparé donc les éditions de Tischendorf, Westcott and Hort, Westmouth. Donc si on revient au tableau, vous savez, de Sainte Bible, vous voyez qu'il y a une autre version que Nestlé GNT 1904, qui est la version Westcott and Hort. Donc Nestlé s'est inspiré des travaux de Westcott and Hort pour faire sa version des textes grecs. Donc vous avez la traduction des textes grecs, selon une version grecque qui a été compilée par certains auteurs. Donc là, on est dans le cas de Nestlé. Donc Nestlé a comparé les éditions, c'est-à-dire le travail de Tischendorf, de Westcott and Hort, hein, qu'on retrouve là. Vous retrouvez Tischendorf, 8e édition, et Westcott and Hort, ici. Donc, il a travaillé sur ces manuscrits, et il a publié donc son Nouveau Testament en grec. Donc il y a un Nouveau Testament grec version Nestlé. Les principales sources du NA28, donc c'est la dernière version là, on est sur le NA27, mais il y a une nouvelle version NA28. Donc Nestlé s'est basé donc sur le travail d'autres lexicologues, d'autres philologues, d'autres qui travaillaient dans la critique textuelle, mais en plus, il a utilisé des papyrus du 2e, 3e siècle, Codex Sinaiticus, on verra après ce que c'est, Codex Vaticanus et le Codex Bezae. Donc, l'édition, pour vous expliquer plus clairement, l'édition Nestlé GNT 1904, donc c'est basé, a choisi des manuscrits, des codex, le travail d'autres savants. Il a mis tout ça sur une table. Il a dit, voilà, je vais vous présenter ma version du texte grec du Nouveau Testament. Tout ça concerne le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il y a la BHS, Biblical Hebraic Stuttgarten. C'est autre chose. Là, ils ont pas eu beaucoup de choix. Le problème, entre guillemets, des sources chrétiennes, c'est qu'elles sont multiples. Il y avait des copies, de copies, tandis que dans l'Ancien Testament, les rabbins ont choisi le plus tôt possible ce qui devait figurer dans le canon biblique de la Bible hébraïque, un peu comme les musulmans. Kothman, qui a tout brûlé, qui a gardé qu'une version. L'Ancien Testament, c'est un peu ça. Les rabbins, en fait, ont dit, voilà, nous allons, il y avait la Septante, et le texte massorétique qui s'opposaient. Donc ils ont décidé d'adopter le texte massorétique et la compilation de la Bible, l'Ancien Testament, s'est faite selon une source non pas unique mais très réduite. Pour le Nouveau Testament, c'est plus problématique parce qu'on a beaucoup de textes, beaucoup de variantes. Donc c'est là qu'intervient le travail de la critique textuelle, de mettre sur une table tous les textes grecs, manuscrits, les codex, tout ce qu'on a comme source d'écriture, papyrus, tout ça, je vous montrerai après quelques exemples, de mettre ça sur la table et de décider d'un texte grec, en se basant, en s'inspirant aussi du travail de prédécesseurs, ce qui est possible. Après, nous verrons qu'aussi toutes les fabrications, entre guillemets, de Nouveau Testament grec ne se valent pas du tout. La Nestlé et la Westcott and Hort ne valent absolument pas la RP byzantine et la grecque Orthodox Church. Je vous décrirai tout ça un peu plus tard. Donc, déjà, vous commencez à comprendre le principe de la critique textuelle. Donc, de mettre sur table des manuscrits, des codex, des papyrus, et de décider de faire un texte grec qu'on incorporera ensuite, que des personnes traduiront dans une langue différente, français, anglais, allemand. Donc, vous avez la Nestlé GT 1904, la Westcott and Hort, vous avez la RP byzantine, vous avez des versions de Nouveau Testament, donc, fait par rapprochement, par
par étude de différents manuscrits pour aboutir à un texte qui leur semble le plus cohérent possible. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a des sites. Il y a le site Nouveau Testament sur GitHub qui vous donne plus de codex encore. Vous voyez, quand vous allez sur ce site, toujours sur 1 Jean 1, vous avez la version helléniste, c'est-à-dire si vous cliquez sur le bouton helléniste, vous allez tomber sur le texte en grec pur. Vous avez une version romaine, c'est-à-dire latin, c'est-à-dire pour 1 Jean 1, vous avez une version romaine, vous avez une version française et vous avez une version, je ne sais plus ce que c'était, textuelle. Donc, vous allez tomber sur le Vaticanus A. Donc, comment est-ce que Jean 1.1 est écrit dans le Vaticanus 1? Comment est écrit dans la version, l'autre version du Vaticanus, la version B? Là, c'est les dates de découverte de ces manuscrits, donc l'an 330, 330, 330. L'Alexandrius A, qui a été découvert en 390, le Ephraemus Receptus 410, la nouvelle disposition, qui est une création aussi de codex dans les années 2023, la Nestlé Allen version 28, donc qui a été faite en 2016, la Westcott-Hort 1865, et la SBL et Tischendorf 1872, Robinson and Pearson, Stephanus, Scrivener, King James. Vous voyez que là, il n'y a aucun problème. Les textes grecs sont quasiment pareils, à part certains qui ont des variantes. Dans l'Ephraemi Receptus, vous voyez que le texte grec ne correspond pas, par exemple, avec l'Alexandrinus A. Vous voyez qu'il manque des mots. Donc, on rentrera après dans les détails un peu plus loin. Donc, voilà le principe de la critique textuelle. Quand, encore, on va pousser encore un niveau un peu supérieur, quand vous faites un travail comme ça de rassemblement de textes grecs en vue de produire un Nouveau Testament en grec. Il faut, à côté de votre travail, en parallèle de votre travail, sur les mêmes pages que vous écrivez les traductions, produire ce qu'on appelle un apparat critique. Je vais vous donner la définition de ce que c'est. Un apparat critique. Il ne faut pas confondre avec l'appareil critique, c'est encore une autre chose. Et dans une édition scientifique d'un texte ancien, dont l'original n'est disponible que sur le manuscrit, l'ensemble des notes fournies par l'éditeur de l'édition pour justifier les choix opérés dans les leçons ou versions des différents manuscrits. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars va se retrouver avec Vaticanus A, Vaticanus B, Codex Bezae, Papyrus 63, il va se retrouver pour créer sa version grecque du Nouveau Testament. Par exemple, on prend le Jean 1.1. Le compilateur, celui qui veut faire son Nouveau Testament en grec, se retrouve avec une version Vaticanus A, Vaticanus B, un Codex Bezae, un Papyrus 66, par exemple, avec Jean 1.1, mais avec des variantes, c'est-à-dire un utilisera un mot, l'autre utilisera un autre mot. En général, le fond est le même, mais il y a des variantes de mots qui sont différents. Pour justifier, pour le gars qui crée donc ce manuscrit en grec, pour justifier de son choix, c'est-à-dire pourquoi il va choisir le verset de Vaticanus B plutôt que du Codex Bezae, il faut qu'il justifie sur cela. Donc il met tous les détails de son choix, il met toutes les références et les autres variantes possibles, c'est ce qu'on appelle l'apparat critique. Le gars va noter en parallèle de son travail toutes les références sur lesquelles il a travaillé. Là, par exemple, ça devient un peu plus technique. Vous voyez le chiffre 3 là, c'est-à-dire à côté, dans le site web que je vous ai donné, là, où il y a tous les codex qui sont affichés, il y a l'appareil critique. Par exemple, vous avez le 3, le 5, le 307, le 400. Qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? Bon, il faut bosser pour comprendre. Par exemple, le 3, ça définit une minuscule 3. Qu'est-ce que c'est la minuscule 3? Je vais vous expliquer. Alors, minuscule 3, c'est un parchemin, c'est un manuscrit du Nouveau Testament qui contient le début de l'évangile de Marc. Son nom, c'est le Codex Vido-Benecite, supplément GR56. On donne des termes un peu techniques pour pouvoir différencier. Je vous rappelle qu'il y a plus de 5000 références du Nouveau Testament. Donc pour s'y retrouver, on a mis des chiffres, des lettres et tout ça. Donc c'est un texte qui date du XIIe siècle, en écriture grecque, qui est maintenant à la Bibliothèque nationale autrichienne.
Euh, voilà, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, mais donc c'est un extrait, c'est un papyrus, voilà, euh, je vais vous montrer la photo, peut-être ça va plus vous parler, voilà. C'est un manuscrit, un papyrus, quelque chose qui a été retrouvé avec un extrait de l'évangile de Marc. Vous voyez que c'est en grec. Donc, ça veut dire que celui qui a travaillé sur le texte grec a travaillé sur ce texte minuscule 03 et il indique la variante aussi. Il a travaillé aussi, vous voyez ce symbole là, ça, je ne vais pas vous donner tous les détails parce qu'on va se noyer. Ça, ce symbole, c'est un codex Vaticanus. Vous avez le 307. 307, c'est la minuscule 307. C'est un texte minoritaire aussi, donc c'est un papyrus qui a été découvert aussi. Je vais vous donner les détails si vous voulez, ça va vous permettre de comprendre un peu mieux. Minuscule 307. Donc c'est un texte qui a été découvert dans la numérotation de Grégory Allan, c'est-à-dire dans celui qui a créé donc ce manuscrit, cet évangile en grec. C'est un texte qui contient le texte des Actes des Apôtres et des Épîtres catholiques sur 254 feuilles. Les Épîtres catholiques, vous savez, c'est tous les deutérocanoniques, là, tout ce qui est que la Bible protestante n'incorpore pas. Donc voilà, tous les détails sont ici. Quoi. Il a été découvert en telle année, il a été écrit dans ce type d'écriture, c'est pas des onciales. Donc voilà, l'appareil critique, donc, pour simplifier, c'est toutes les données sur lesquelles la personne a travaillé. Il vous fournit ça afin que vous puissiez vérifier son travail et que vous puissiez avoir en considération les autres variantes. C'est très utile parce que quand on veut travailler sur une version grecque du Nouveau Testament, on peut s'apercevoir des erreurs de ceux qui ont travaillé dessus. Je vais vous montrer un exemple de codex, le codex Vaticanus. Codex Vaticanus, c'est intéressant parce que c'est des codex en fait qui ont été découverts, qui sont entiers. Ils sont entiers, c'est-à-dire ils contiennent quasiment tout le Nouveau Testament. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent utilisés. Bon, ils ne sont pas forcément très bons, mais voilà. Donc voilà, c'est un codex avec 759 pages, contient 3 colonnes, 41 lignes chacun. Voilà, bon. Tous les détails sont là-dessus, je ne vais pas vous embrouiller là-dessus. Ça date du 4e siècle, probablement 325-350. Ce texte s'accorde avec Égypte, supporté par plusieurs citations d'Origène, de Cyril d'Alexandrie. Les pères de l'Église permettent de vérifier la validité d'un codex, c'est-à-dire si le père de l'Église cite un verset en correspondance avec un codex, une variante, ça a tendance à l'authentifier un peu plus. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Après, il y a des listes d'abréviations bibliques pour justement ces problèmes d'apparat critique, apparatus en latin. Donc vous voyez que quand vous mettez un triangle, quand vous trouvez un triangle, ça correspond au codex Sagalensis. Le Aleph, c'est le codex Sinaiticus. Le A, le grand A, c'est le codex Alexandrius, etc., etc. Il y a des pages comme ça, des pages complètes comme ça. Le J1, c'est Shem Tov, c'est la pierre éprouvée, c'est un terme pour définir une pierre éprouvée. Voilà, plein en fait d'abréviations pour pouvoir en fait suivre le travail de celui qui a édité le texte grec. Donc, pour résumer tout ça, on est en présence de les manuscrits originaux ont disparu, hein, les textes de l'apôtre Paul, on les a plus, ils ont disparu. On a des manuscrits, des papyrus, des codex, des extraits d'évangiles un peu partout, 5000, apparemment 5000 et plus. Certains éditeurs ont voulu rassembler tout ça. C'est impossible de donner à un chrétien un papyrus 56, ce codex, tout ça. Voilà, le chrétien de base, il ne va pas s'y retrouver. Donc, certaines personnes ont décidé de rassembler tout ça, de créer des codex en grec, de créer des versions Nouveau Testament en grec. Donc, Nestlé, Westcott, RP Byzantine, Grec Orthodoxe Church. À partir de là, les
personnes l'ont traduit dans les langues, donc français, anglais, allemand, tout ça, en choisissant une version. Louis II, par exemple, a choisi la Vulgate de Jérôme. Il a travaillé aussi beaucoup sur les textes Nestlé ou Westcott, ce qui crée de gros problèmes dans la version seconde. J'en parlerai une autre fois. Et donc, pour ce travail de critique textuelle, qui consiste à se rapprocher le plus près possible du texte grec initial, ou hébreu selon les savants, on met ce qu'on appelle un apparat critique, c'est-à-dire tous des détails techniques codés pour comprendre comment la personne a travaillé sur le texte. Donc voilà une petite initiation à la critique textuelle.